Ok, donc si ça vous va, on va commencer. On est là aujourd'hui donc pour un atelier intitulé Solidarité avec la Palestine. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'une très longue introduction de ma part puisqu'on est assez bien au courant de la situation actuelle et puis on va revenir dessus évidemment pendant la discussion. Simplement pour discuter de ça, on accueille alors d'une part Michel Stachewski, qui est ici en tant que membre de l'Alliance juive antisioniste de Belgique, qui est une organisation relativement récente ici en Belgique. Il pourra peut-être en dire un mot. Et Michel, qui est par ailleurs auteur récemment d'un livre sur l'histoire Israël-Palestine. Donc l'ouvrage s'intitule Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain. Que tu avais publié, je crois, en 2023, un peu avant, oui, un peu avant le 7 octobre et le début du génocide. Et puis on a également donc Salah Hamouri, qui est avocat franco-palestinien, qui a vécu à Jérusalem-Est occupée, si je ne me trompe pas, et membre par ailleurs en France d'Urgence Palestine. Alors on discutait un peu de quoi on allait discuter, comment on allait se répartir la parole. Michel pensait commencer en faisant un petit historique pour comprendre ce qui a précédé la situation actuelle et comment on en est arrivé là. Et puis Salah après embrayera justement un peu plus sur la situation actuelle et la question de la solidarité aujourd'hui à mettre en œuvre. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Michel. Oui. En fait, comme on me donne un quart d'heure, 20 minutes, je ne vais pas faire toute l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je mets entre guillemets conflit israélo-palestinien. Mais je me suis dit que j'allais faire un petit exposé sur une obsession sioniste qui est se débarrasser des Palestiniens. Et ça permet de traverser l'histoire parce que c'est une obsession qui existe depuis le début de la concrétisation du projet sioniste, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Voilà. Alors je vous demande déjà de m'excuser parce que je vais essentiellement lire mes notes parce que c'est un nouvel exposé que je ne maîtrise pas encore. Enfin, je ne l'ai pas par cœur, quoi. Voilà. Donc et c'est aussi pour que je ne m'égare pas, que je ne parte pas ailleurs. Voilà. Je vous demanderai de ne pas m'interrompre, sauf si vous êtes perdu, si vous ne comprenez pas quelque chose. Alors là, vous voulez parler un peu plus fort. Ah, d'accord. Je vais essayer. Donc, je disais, ne m'interrompez que s'il y a quelque chose qui vous échappe, vous ne comprenez pas, vous avez perdu le fil, alors vous pouvez m'interrompre. Mais si c'est pour discuter, on discutera après. Ça va ? D'accord. Voilà. Donc, ma thèse, c'est que le nettoyage ethnique, qui, je le rappelle, est un crime contre l'humanité, est un élément fondamental de la concrétisation du projet sioniste. Il s'agit d'une colonisation de peuplement, avec le projet qui est relativement rare dans l'histoire des colonisations européennes, de remplacer la population locale, non pas de l'exploiter, mais de la remplacer, les Arabes de Palestine bien sûr, par des Juifs venus d'ailleurs, essentiellement d'Europe au départ. Et donc c'est cette histoire que je vais vous résumer. Alors, et je m'excuse à l'avance pour ceux qui connaissent déjà bien le sujet. Les premiers sionistes émigrent d'Europe vers la Palestine, qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, vers 1880. À ce moment, ce territoire, la Palestine, qui n'a d'ailleurs pas de frontières au sens où on l'entend généralement entre États, puisque ça fait partie de l'Empire ottoman, donc ce sont des provinces de l'Empire ottoman. Donc la Palestine n'a pas les frontières que les Britanniques et les Français vont établir à partir de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale, pardon. Donc à ce moment, ce territoire est peuplé d'environ 500 000 habitants, dont 85% de musulmans, 10% de chrétiens et 5% de juifs. Alors cette minorité juive autochtone ne se distingue des autres habitants de cette région que par sa religion. Leur langue usuelle est l'arabe palestinien. Ils utilisent l'hébreu ancien, à différencier de l'hébreu moderne, qui est la langue officielle de l'État d'Israël, que pour l'accomplissement de leurs rites religieux.
Ils ne peuvent pas être qualifiés de sionistes car ils ne manifestent aucune aspiration à ne vivre qu'entre juifs et certainement pas à la création d'un État juif. Par contre, les premiers immigrants sionistes partagent tous le même projet de créer un État juif en Palestine, c'est-à-dire un État susceptible d'accueillir tous les juifs du monde qui le souhaiteraient. Mais ils sont divisés entre ceux qui sont prêts à engager à bas prix dans les entreprises qu'ils créent de la main-d'œuvre locale pour les fonctions subalternes et les, entre guillemets, sionistes socialistes qui l'excluent, donc d'engager de la main-d'œuvre locale au nom du refus de, je cite, l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils se veulent marxistes, en fait. Ce courant dit, entre guillemets, sioniste socialiste, va bientôt dominer, et pour longtemps, ce qu'on appelle le Yishuv sioniste, c'est-à-dire le peuplement sioniste, la communauté juive sioniste. L'historien Henri Laurence, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la Palestine, note à leur sujet, je cite, « Le paradoxe historique vient de ce que ce sont les tenants de la lutte des classes qui introduisent le conflit national en Palestine. Cette situation de rivalité économique entre les deux mains-d'œuvre s'accompagne d'un discours dépréciatif, voire franchement raciste, de la part des ouvriers juifs envers leurs concurrents arabes. » Donc fin de la citation d'Henri Laurence. Dès 1901, sur décision du 5e congrès sioniste, il y avait un congrès par an, est créé le Fonds national juif, en hébreu Keren Kayemet LeIsraël ou KKL en abrégé. Son rôle essentiel sera de réunir des fonds pour l'achat de terres en Palestine déclarées, je cite, « propriété inaliénable du peuple juif », afin de constituer une réserve foncière destinée à affermer à bail héréditaire aux colons sionistes, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'œuvre arabe. Voilà. Donc, le projet est clairement établi et le Keren Kayemet LeIsraël, donc le Fonds national juif, existe toujours, est devenu un parastatal, mais avec énormément de pouvoir sur justement la question de la propriété et l'usufruit des terres et des immeubles. Le déplacement forcé des paysans palestiniens non propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillaient, donc les ouvriers agricoles ou les métayers, commence donc à petite échelle bien avant la création de l'État d'Israël. Alors là, je vais faire un saut dans le temps, parce que dans un quart d'heure, on ne peut pas faire mieux, et je vais passer directement à 1947. Alors 1947, c'est l'année où les Britanniques, donc, qui avaient obtenu le mandat sur la Palestine en 1920, qui a été confirmé en 1922 par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, décident de quitter la Palestine parce qu'ils ne s'en sortent plus, parce que leur armée est épuisée par la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'opinion publique britannique ne veut plus que des soldats britanniques, des jeunes britanniques meurent en Palestine. Il y avait encore au moins 100 000 soldats en Palestine à ce moment-là. Donc ils décident de quitter et ils remettent leur mandat à l'ONU, la jeune ONU qui n'existe que depuis 2 ans. À ce moment-là, les Juifs ne constituent encore que moins d'un tiers de la population totale de la Palestine, donc beaucoup plus qu'à la fin du XIXe siècle, mais encore moins d'un tiers. Et en novembre de cette année-là, suite à la décision donc, du gouvernement britannique de quitter la Palestine, et contre l'avis unanime des Palestiniens, l'Assemblée générale de l'ONU décide de créer un État juif sur 56% du territoire de la Palestine, un État arabe, j'emploie les mots qu'ils emploient, État juif, État arabe, sur 43% de ce territoire, et une zone internationale autour de Jérusalem et de Bethléem qui fait 1% du territoire. Cette décision, bien qu'accueillie favorablement par les dirigeants sionistes, va cependant, de leur point de vue, donc du point de vue des sionistes, les placer devant un problème redoutable. 45% des habitants du territoire qui leur est alors attribué, je rappelle 56% de la Palestine, sont des Arabes, musulmans ou chrétiens. Donc de leur point de vue, comme ils voulaient un État juif réservé aux Juifs, ça leur pose un gros problème. Mais ils vont résoudre ce problème. Parce que profitant de leur supériorité militaire, grâce à l'aide européenne, je rappelle aussi qu'à l'époque, il y a eu une conjonction d'intérêts des deux superpuissances qui par ailleurs étaient ennemies, donc l'Union soviétique et les États-Unis, qui se sont mises d'accord pour soutenir ce projet et qui ont armé ce projet. Et ceux qui ont le plus armé le projet au départ,
Ce n'est pas les Américains, ça viendra plus tard, ce sont les Soviétiques et leurs alliés, leurs pays satellites, en particulier la Tchécoslovaquie. Beaucoup d'armes vont venir de la Tchécoslovaquie. Donc ils vont, entre guillemets, régler ce problème, c'est-à-dire le problème de que 45% des habitants du territoire sont des Palestiniens, en appliquant leur plan, qu'ils ont appelé plan Dalet, Dalet de la lettre, la quatrième lettre de l'alphabet dans l'alphabet hébreu. Donc préparé dès la fin des années 1930, son but était de provoquer le départ forcé d'un maximum d'Arabes des territoires contrôlés par les forces sionistes. C'est ainsi qu'à la veille de l'entrée en Palestine de contingents armés de 5 États arabes, donc le 15 mai 1948, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Irak envoient des contingents relativement réduits, mais des contingents militaires pour soutenir les Palestiniens. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà, les forces armées sionistes occupaient déjà plus que le territoire qui leur avait été attribué, et avait déjà expulsé près de 400 000 Palestiniens, donc en quelques mois. Donc, pourquoi ces Palestiniens sont partis? Parce qu'ils ont été expulsés, ou bien qu'ils ont été fuis, terrorisés par des massacres commis par ces mêmes groupes sionistes. À la fin des combats, en juillet 1949, ce sont entre 750 000 et 800 000 Palestiniens, soit environ 80% de ceux qui habitaient le territoire désormais sous le contrôle de l'État d'Israël, c'est-à-dire à ce moment-là 78% de la Palestine, qui auront été chassés et empêchés de revenir. Donc 80% des Arabes de ce territoire, donc plus des 3/4 de la Palestine, ont été chassés. Ceux qui n'ont pas quitté ce territoire ou qui ont réussi à y revenir clandestinement ne constituent alors plus que 17% de la population du dit État juif, qui se nomme à ce moment-là Israël, puisque Israël a été proclamé unilatéralement par les forces sionistes, enfin par les dirigeants sionistes, le 14 mai 1948. Je dis en passant que ces 17% de la population donc, qui sont des Arabes palestiniens vont se voir octroyer, sans qu'ils l'aient demandé d'ailleurs, la citoyenneté israélienne, mais vont vivre sous régime militaire pendant 18 ans, jusqu'en 1966, ce qui impliquait par exemple qu'ils ne pouvaient pas se déplacer librement à l'intérieur du pays dont ils étaient citoyens. On parle de démocratie israélienne. Voilà. Dans les années qui suivent, ces exilés seront remplacés par des centaines de milliers de juifs venus essentiellement d'Europe et surtout du monde arabe. C'était d'ailleurs aussi une obsession, c'était non seulement de faire partir un maximum d'Arabes de Palestine, mais de faire arriver un maximum de Juifs pour avoir une balance démographique favorable. C'est aussi une obsession. C'est le départ des Palestiniens, mais c'est aussi surtout le fait d'avoir une majorité écrasante de Juifs. Ce qui distingue, d'ailleurs on pourra peut-être en parler dans le débat, parce qu'on parle d'une situation d'apartheid qui se crée dès lors, mais c'est un apartheid qui a des caractéristiques un peu différentes de l'apartheid sud-africain. Mais si ça vous intéresse, on pourra en discuter après. Alors, puisque mon propos c'est le nettoyage ethnique, je voulais vous montrer, insister sur le fait qu'il n'a jamais cessé le nettoyage ethnique. La fin des combats ne signifie pas la fin des expulsions. Non seulement l'armée israélienne traque et tue ceux des exilés qui tentent de revenir dans leur foyer, car ils tentent de revenir dans leur foyer, mais elle organise de nouvelles expulsions. C'est ainsi que plusieurs milliers d'habitants d'Al-Majdal, qui a été renommé Ashkelon par les Israéliens, seront expulsés du territoire, désormais devenu Israël, entre décembre 1949 et l'automne 1950. Ashkelon, c'est pas tellement loin de Gaza, et la plupart de ces expulsés seront expulsés vers Gaza. Entre 1949 et 1951, 17 000 Bédouins sont chassés du désert du Nakab, en hébreu Negev, vers la Jordanie et l'Égypte. L'historien israélien Ilan Papé mentionne des expulsions massives jusqu'en 1953. Et en 1956, le général Yitzhak Rabin, vous savez, celui qu'ici en Occident on considère comme un faiseur de paix, fera encore expulser 700 personnes vers la Syrie. C'est d'ailleurs un spécialiste d'expulsion, mais je n'ai pas le temps de détailler toutes les expulsions qu'il a organisées. Et en 1962, 750 membres de la tribune bédouine d'Al-Awashli seront embarqués dans des camions et conduits hors du pays.
je fais encore un petit saut dans le temps, j'arrive à 1967. Alors, 1967, c'est ce qu'on appelle en Occident la guerre des 6 jours, car elle a duré que 6 jours. L'armée israélienne conquiert le reste de la Palestine, plus le plateau syrien du Golan, plus le désert égyptien du Sinaï. Seul ce dernier, le désert du Sinaï, sera évacué et rendu à l'Égypte par étapes entre 1979 et 1982, suite à un traité de paix bilatéral entre Israël et l'Égypte. Le reste va être conservé par Israël jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez sans doute. Donc, toute la Palestine est sous contrôle israélien depuis 1967, plus le plateau syrien du Golan. Cette conquête s'accompagne à nouveau d'un nettoyage ethnique des populations arabes de ces territoires, mais qui ne réussira qu'en partie. Il sera quasi total sur le plateau syrien du Golan, environ 110 000 expulsés sur un total de moins de 120 000 habitants. C'est d'ailleurs ça qui a permis plus tard aux Israéliens d'annexer ce territoire et d'offrir, entre guillemets, la citoyenneté israélienne aux quelques milliers de Syriens qui étaient restés sur le Golan, qui étaient principalement des Druzes, dont ils espéraient faire des alliés, comme ils avaient fait des alliés des Druzes en Israël. Ça n'a pas bien marché. Voilà. Mais les Israéliens ne réussiront à forcer à l'exil que, je mets quand même des guillemets à que, 100 000 exilés de 1948, c'est-à-dire des gens qui avaient été expulsés vers la Cisjordanie en 1948, donc ils sont expulsés une deuxième fois vers la Jordanie, principalement, et 200 000 habitants non exilés de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, qui sont expulsés à ce moment-là. Concernant la bande de Gaza, sur un total de 385 000 habitants à l'époque, moins de 50 000 fuiront, seront chassés ou incités financièrement à partir. Donc vous voyez que le nettoyage ethnique ici est moins bien réussi. Et ça va poser un gros problème aux Israéliens parce que la population palestinienne reste très nombreuse, en fait. Même si depuis lors et continuellement des milliers de Palestiniens sont encore contraints à l'exil par les autorités israéliennes sous divers prétextes, sur l'ensemble du territoire de la Palestine, désormais entièrement sous domination israélienne, la proportion de Palestiniens ne cessera d'augmenter au point de dépasser aujourd'hui légèrement la population juive. Donc c'est un point important pour comprendre la situation actuelle. C'est qu'actuellement, malgré tous ces efforts, les Palestiniens sont redevenus plus nombreux que les Juifs. Je parle sur l'ensemble de la Palestine. Et à défaut de pouvoir les expulser totalement de leur pays, les dirigeants israéliens refusent d'accorder des droits politiques aux Palestiniens des territoires conquis depuis 1967, même à ceux de Jérusalem-Est, territoire pourtant annexé à Israël, et leur rend la vie quotidienne de plus en plus insupportable. Les Palestiniens de Jérusalem ont désormais le statut mal nommé de résidents permanents. Alors je dis mal nommé parce que non seulement ils ne sont pas considérés comme des citoyens, mais ils risquent à tout moment de perdre leur droit de résidence. Et ce fut le cas de Salah Hamouri, on va peut-être vous en parler, en 2022, puisque Salah Hamouri vient de Jérusalem. Et il a été expulsé, enfin déporté, comme il dit, de là. Mais peut-être que tu en parleras un petit peu. Ouais. D'accord, je crois que c'est en Cisjordanie, le morcellement du territoire consécutif aux accords d'Oslo de 1993, la poursuite de l'occupation militaire et de la colonisation, les destructions de bâtiments construits illégalement, entre guillemets, les déplacements forcés de Palestiniens au sein des territoires occupés et les entraves quotidiennes mises à leur circulation rendent la vie économique et sociale de plus en plus pénible. À quoi s'ajoute la répression implacable de toute forme de résistance et l'agressivité de plus en plus meurtrière et impunie des colons. Tout cela va pousser une petite minorité d'habitants qui en ont la possibilité et les moyens à s'expatrier. Donc il y a aussi des Palestiniens qui partent volontairement à cause de la manière dont on les traite, quoi. Après la prise du pouvoir par le Hamas à Gaza en 2007, les dirigeants israéliens décrètent que ce territoire, déjà sous blocus hermétique depuis le départ des colons juifs en 2005, devient, je cite, une entité hostile. Les Gazaouis sont dès lors sévèrement rationnés en biens aussi indispensables que la nourriture, l'eau potable, les matériaux de construction, les équipements médicaux, les médicaments, les carburants et l'électricité.
Ils seront aussi régulièrement victimes de nombreux et meurtriers bombardements, ainsi que d'incursions militaires terrestres, comme vous le savez. Évidemment, je parle d'avant le 7 octobre 2023, puisque depuis lors, c'est encore beaucoup plus grave. En 2012, l'ONU publie un rapport prédisant que si un tel blocus se poursuit, la vie sera devenue impossible dans la bande de Gaza en 2020. Mais en 2017, Robert Piper, qui était le coordinateur des affaires humanitaires donc de l'ONU pour le territoire palestinien occupé, affirme dans un autre rapport que les conditions de vie à Gaza sont déjà devenues invivables. Il note en particulier que 90% des entreprises ont cessé leurs activités, que plus de 60% des jeunes sont sans emploi, que plus de 96% de l'eau est impropre à la consommation et que la distribution d'électricité oscille entre 4 et 8 heures par jour. Pour survivre, 80% de la population dépend désormais de l'aide humanitaire fournie par l'ONU ou par les organisations non gouvernementales. Et je rappelle en passant que 75% de la population de Gaza sont en fait des réfugiés. Ils ne sont pas de Gaza, ce ne sont pas des Gazaouis d'origine. L'opération armée menée par le Hamas le 7 octobre 2023 a servi de prétexte au gouvernement d'extrême droite, parvenu au pouvoir en décembre 2022, pour mettre en œuvre un plan visant à terme à vider la bande de Gaza de ses habitants palestiniens. Le génocide en cours, même s'il fait un nombre énorme de victimes, ne vise pas à massacrer ou à faire mourir de faim l'ensemble de la population de ce territoire. Il est l'épouvantable moyen utilisé pour provoquer le départ massif des survivants. Le Premier ministre israélien ne s'en cache absolument pas. Alors je conclus en disant, tout au long du combat que les dirigeants sionistes ont mené pour concrétiser leur projet d'établir puis de maintenir un État juif en Palestine, ils ont donc mis en pratique, à grande ou à petite échelle selon les circonstances, ce crime contre l'humanité que constitue le nettoyage ethnique des Palestiniens. Et depuis octobre 2023, cette obsession de vider les territoires sous le contrôle d'Israël d'un maximum d'Arabes les a conduits, à Gaza, à perpétrer le pire des crimes de masse, un génocide, dont ils espèrent que les survivants finiront par se résigner à l'exil. Voilà, je m'arrête là. Merci, Michel. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Je laisse tout de suite la parole à Salah. Oui. Bonjour, tout d'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous. C'est vrai aussi, ça va être dur de résumer en 15-20 minutes tout ce qui se passe et détailler. Mais c'est vrai que je vais commencer par un truc historique rapide pour comprendre le contexte actuel. Là, on a parlé de deux catastrophes palestiniennes essentielles de 1948, la première occupation où la question de réfugiés palestiniens est née. Deuxième défaite, c'est la guerre de 6 jours, où il y a les Israéliens, ils ont élargi leur territoire vers la Syrie, vers l'Égypte, comme ça a été dit, tout ça. Et moi, je pense qu'une troisième catastrophe, que nous, les Palestiniens aussi, on est responsables d'une part d'eux, c'est les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'était une troisième catastrophe politique que jusqu'à aujourd'hui, on est perdu politiquement à cause de ces accords d'Oslo. Juste, je donne un exemple. 132 pays, ils ne reconnaissaient pas l'État d'Israël avant les accords d'Oslo, y compris la Chine. Au moment que certains Palestiniens, ils ont décidé d'aller vers un processus de paix, entre guillemets, c'est là où les 132 pays, ils ont reconnu l'État israélien. 1993-14, certains dirigeants de l'OLP, ils ont décidé que c'est le moment d'aller vers une paix. Ils ont estimé que le rapport de force il est assez suffisant après le déclenchement de la première intifada, qui était un modèle de résistance, je veux dire populaire, mais populaire et armée en même temps. Il y a aussi la montée de l'islam politique au même moment dans la région, avec l'arrivée de la révolution iranienne 10-15 ans avant. Les accords d'Oslo, que c'était un piège dans lequel les Palestiniens sont tombés.
L'Occident et les États-Unis qui savaient les conséquences. Avec les Israéliens, ils savaient ils allaient où avec ce plan de processus de paix, entre guillemets. Et voilà, ils ont donné l'illusion aux Palestiniens qu'on va créer un État sous occupation. Mais en fait, c'était un stop temporaire d'élargissement du projet colonial sans une vraie résistance palestinienne pendant quelques années, jusqu'à l'arrivée des années 2000, où tout re-explose de nouveau, et la deuxième intifada déclenche après la provocation de Sharon à la mosquée de l'Aqsa. La problématique là, que les Palestiniens, après 7 ans, je veux dire, de processus de paix, ils sont rentrés non préparés à cette deuxième intifada. Pendant les 7 ans, les partis politiques, ils ont passé de la vie clandestine dans la première intifada à une vie plutôt ouverte politiquement pendant les accords d'Oslo. L'autorité palestinienne, elle avait déjà signé ces accords de coordination sécuritaire avec les Israéliens. Elle était déjà dans les mains de la CIA et dans les mains des Israéliens de l'époque. Il y avait des centaines d'arrestations politiques que l'autorité palestinienne a fait le travail avant le déclenchement de l'intifada. Le deuxième intifada, elle se déclenche. Peu à peu, elle commence à être mixte entre lutte armée et lutte populaire. L'autorité palestinienne perdue dans tout ça. Arafat aussi, bon, il a soutenu, mais il y avait une pression interne pour arrêter. Ça finit par l'assassinat d'Arafat et le remplacer par la personne qui est aujourd'hui président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen. Ils viennent en 2005 cesser le feu définitif. Ils viennent avec un nouveau Premier ministre, Salam Fayyad, un Premier ministre en Palestine et un Premier ministre au Liban. Les deux arrivent de la Banque mondiale, les Américains les imposent en tant que Premier ministre. Et là, il y a une nouvelle phase de contrôle pour la région, pour les Américains. C'est le nouveau Proche-Orient qu'il a exprimé Condoleezza Rice en 2006, quand il y avait la guerre contre le Liban. Ils ont voulu le nouveau Proche-Orient calme, où les intérêts américains sont bien installés. Et moi je pense, bon, après il y avait la guerre du Liban, le projet a échoué après 33 jours de guerre contre le Liban, mais les Israéliens ils n'ont rien pu obtenir. Mais moi je pense que c'est une date très importante pour la cause palestinienne. Pourquoi on en est arrivé là? C'est 2011. 2011, le printemps arabe se déclenche. Ça commence par une révolution populaire juste, qui a juste besoin de faire sauter les régimes et ramener des régimes un peu plus qui soutiennent plus leur peuple. Malheureusement, 5-6 ans après, ce printemps arabe finit dans les mains des États-Unis et les régimes réactionnaires arabes du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn et tout ça, et les Israéliens sont derrière. Alors, les pays où ils ont pu facilement changer les régimes, ils l'ont fait, comme l'Égypte, le Bahreïn, et les pays qui n'ont pas pu réinstaller les régimes de nouveau dans une façon pacifique, ils ont passé par la destruction totale des pays. La Libye, maintenant il y a 3 Libyes. Le Yémen, on voit le cas. La Syrie, on voit le cas. L'Irak, c'était déjà détruit en 2002, mais ils l'ont redétruit encore une fois avec tout ce qui a fait Daesh dans le nord de l'Irak. Et malheureusement, ce printemps arabe révolutionnaire, il finit par une contre-révolution qui installe des régimes plus pires, des régimes qui étaient celles d'avant. Et entre tout ça, les Américains, avec les Israéliens, ils étaient en train de préparer les accords d'Abraham, les accords de normalisation entre les pays arabes et l'état de l'occupation, sur une base, les accords d'Abraham, c'est un truc énorme, mais en gros, Israël et les États-Unis fournissent la sécurité et la stabilité de ces régimes au niveau de sécurité et de répression et compagnie en faveur de ces régimes-là. Ils vont nourrir l'économie des États-Unis, l'économie de l'état de l'occupation, et comme ça, Israël devient, elle était déjà, mais de plus en plus, la zone économique et sécuritaire qui tient
toute la région et les richesses de la région. Dans cette ambiance-là, et juste avant le 7 octobre, il y a beaucoup de richesses entre 2017, 2018, 2019, beaucoup de pistes de gaz s'est découvert dans la région. À côté de Haïfa, il y a une grosse piste de gaz qu'ils ont découvert. En face du sud du Liban, la même chose, et une piste entre Gaza et l'Égypte. Celle de Haïfa, les Israéliens étaient obligés de définir les frontières avec le Liban pour commencer à profiter de gaz. Le gaz libanais, il est toujours bloqué parce que les Français, ils veulent absolument que ce soit Total qui profite du gaz libanais, et les Libanais, ils bloquent pour le moment. Et Gaza, on va en discuter après ce qui s'est passé. Du coup, on arrive dans cette... Il y a les Américains, ils essaient d'installer la région de nouveau. Ils ont les accords d'Abraham. Ils ont en tête un nouveau contrôle de la région qui passe par creuser un nouveau... comment on dit vous voyez, entre l'Égypte entre l'Égypte et Israël, il y a le passage de, comment on l'appelle, le canal de Suez. Il y a le canal de Suez. Les Israéliens, avec les Américains et l'Arabie Saoudite, ils décident de creuser jusqu'à 2030 un nouveau canal qui s'appelle le canal de Ben Gurion. Comme ça, les Américains et les Israéliens, ils vont affaiblir le rôle de l'Égypte et son économie, parce que le canal de Suez, il contrôle plus ou moins 44% de l'économie mondiale. Le passage de 44% de cette économie mondiale. Du coup, il fallait creuser ce canal de Ben Gurion. Comme ça, les Américains et les Israéliens, ils contrôlent toutes les routes maritimes qui arrivent de l'Inde à la mer Rouge, à la Méditerranée et après vers l'Europe. Que Haïfa devienne la première ville qui stocke toutes les richesses de la région, que ce soit le pétrole, le gaz que les Américains vont stocker là-bas, et Israël devient premier exportateur de gaz et de pétrole pour le monde entier. Le 7 octobre, il est arrivé dans cette ambiance-là, dans une ambiance où les pays arabes, ils ont déjà trahi, mais là, c'était de trahison, on était dans une démarche de vraiment finir la cause palestinienne. La démarche avant le 7 octobre, c'était ça. C'était totalement finir la cause palestinienne. On n'en parle pas d'un peuple. Le peuple, à cause de Oslo, il est devenu la question de la fragmentation du peuple palestinien qui est la plus dangereuse. Ils ont fragmenté le peuple palestinien en 5 morceaux à cause de Oslo. Un morceau en Cisjordanie contrôlé, un morceau à Jérusalem, un morceau des Palestiniens qui sont restés en Israël. Là, aujourd'hui, ils sont 2 millions. Gaza et les réfugiés à l'extérieur qui sont 6 millions, on n'en parle pas. Alors à la place d'avoir un peuple, on était devant 5 peuples divisés qui sont coupés totalement un de l'autre. Et du coup, le 7 octobre est arrivé dans cette ambiance et le génocide, il commence. Et on a vu que, pour moi, ce génocide en cours, c'est vrai qu'il est fait par les mains de l'armée israélienne, et pas que, mais c'est un projet, on peut pas, pour moi, c'est un projet occidental, impérialiste, américain, que tout le monde y a participé dans ces génocides en cours. On a vu les déclarations des dirigeants européens, américains dès le début. On parle de Macron, il a dit, bon, on est là pour créer un front international comme on l'a fait contre Daesh. Les premiers 3 mois, la force Delta américaine, elle était présente sur place. Des experts allemands, des experts italiens, ponts d'armes ouverts de partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où il n'a pas envoyé des armes et des experts pour soutenir. Pour moi, c'était vraiment une guerre mondiale contre le peuple palestinien au début. Et après, plus le couvrage politique, le total à Netanyahou et son équipe politique et à l'armée israélienne. Le début, Netanyahou, il a déclaré 2 buts. Il a dit, nous, on veut faire tomber le Hamas et le remplacer. Et deuxième chose, récupérer tous les otages, entre guillemets, sans libérer aucun prisonnier politique palestinien. Au début, c'était ça le but. Après, le système, le génocide se développe. Et tout ce qui est caché, il commence à sortir. Et on commence à découvrir que les plans, c'était pas des plans de réflexe sur le 7 octobre.
mais c'était des plans d'attaque et des plans d'évacuation de la population de Gaza qui étaient mis par l'armée israélienne et par le gouvernement israélien avant l'attaque du 7 octobre. Il y avait ce plan, voir comment. Alors pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité de 48. C'est pas séparé de ce qui se passe. Tout ce qu'ils ont pu pas faire en 1948, le reste de nettoyage ethnique, le reste de déplacement de la population palestinienne, aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Je donne des exemples. Aujourd'hui, Gaza, là, il parle que ça va s'accélérer dans les 2 semaines qui viennent, l'occupation de la ville de Gaza, où la majorité de la population de Gaza est concentrée. Bon, hier, avant-hier, ils ont commencé par les bombardements. Là, les gens, ils ont ouvert un couloir, je ne veux pas dire humanitaire, mais un couloir pour que les gens y sortent, pour qu'ils accélèrent l'occupation de Gaza. Si cette occupation, il reste que la mer, de toute façon, il reste que la mer qui n'est pas, où les gens ils peuvent se déplacer, plus le côté de Rafah où il y a les frontières égyptiennes. Les Américains et les Israéliens, ils ont négocié avec plusieurs pays, ça n'était pas caché, le déplacement des Palestiniens. Ils ont négocié, au début c'était l'Arabie Saoudite, c'était l'Égypte et la Jordanie. Et ils ont refusé, pas parce qu'ils aiment le peuple palestinien, parce qu'ils considèrent les Palestiniens comme un danger stratégique sur leur royaume et sur leur stabilité si une fois tu as ramené des Palestiniens. Après, ils ont allé négocier avec l'Arabie Saoudite, avec la Libye et le sud de Liban pour recevoir quelques centaines de milliers des Palestiniens. Le plan n'a pas marché comme les Américains et les Israéliens ils ont voulu. Mais le danger de l'expulsion des Palestiniens, il reste toujours. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que les Israéliens ils sont dans un état, ils sont capables demain d'aller bombarder les frontières avec l'Égypte et forcer les gens à partir. Après, les Américains ils vont régler ça. Mais le danger de l'expulsion, il est toujours là. Et ça, ce qui a été dit par Trump, par Jared Kushner, le gendre de Trump, qu'il a dit, bon, il y a ce piste de gaz en face de Gaza, mais pour l'avoir et pour profiter de ce gaz pour 30-40 ans qui viennent, il faut un espace qui est calme, où il n'y a pas beaucoup de population. Et il a proposé un 3e plan de déplacement des Palestiniens. Trump, il y a quelques semaines, il a fait son tweet qu'il faut refaire Gaza en termes de la Riviera comme la Riviera française et à compagnie. Ça veut dire que les Américains et les Israéliens, ils sont encore dessus. La Cisjordanie, on en parle moins parce que c'est Gaza, mais en Cisjordanie, il y a un vrai danger et ça commence. L'expulsion des Palestiniens de la Cisjordanie. Je vous donne des exemples. Il y a une nouvelle loi qui est en train de se négocier. C'était déjà appliqué, sur laquelle j'étais moi déporté, mais je vais en parler. Il y a une nouvelle loi qui est en train de se discuter dans le Knesset israélien. C'est que tous les Palestiniens de la Cisjordanie qui ont une double nationalité, ils vont les faire sortir de la Cisjordanie. Il faut savoir qu'entre 48 et 67, c'est la Jordanie qui gérait la Cisjordanie, qui est aujourd'hui la Cisjordanie. 1,3 million des Palestiniens de la Cisjordanie, ils ont une double nationalité. Soit la majorité, ils ont une nationalité jordanienne, et les restes, ils ont des nationalités soit américaines, soit européennes. Ça veut dire qu'il y a un danger sur 1,3 million. C'est plus que la moitié de la population de la Cisjordanie qui est en danger d'expulsion vers l'extérieur. Ça, c'est une des choses. 5 minutes. Le projet Iwan qu'ils sont en train d'appliquer au milieu de la Cisjordanie, entre Jérusalem, Jéricho, Ramallah et Bethléem, qui coupe totalement la Cisjordanie, tout ça. Il y a aussi le projet des lois qu'ils ont fait à Jérusalem, sur laquelle j'étais expulsé, mais il y a d'autres qui ont plus de papier. Ça s'appelle le défaut d'allégeance. Il faut montrer allégeance à l'occupant. Si le Shin Bet, les renseignements, ils disent que voilà, machin, ou quelqu'un n'est pas d'allégeance, du coup, on va l'expulser, on va retirer sa carte de résidence permanente et on va l'expulser. C'était mon cas à moi. Après, ils ont élargi cette loi de défaut d'allégeance. Maintenant, ils sont capables de retirer la nationalité israélienne des Palestiniens qui vivent en Israël. Et c'était le cas pour le moment de 2 prisonniers qui sont israéliens en termes de droit,
ils ont retiré leur carte de résidence et ils vont il y en a un il a déjà fui, il est en Turquie, mais l'autre, ils vont l'envoyer en Cisjordanie. Et tous les Palestiniens on retire leurs papiers et qui n'ont pas d'autre nationalité, ils deviennent sans papier dans leur propre patrie. Ils n'ont plus le droit de rien du tout. Ça, c'est le cas des 4 parlementaires palestiniens qui étaient élus en 2006. Depuis quelques années, leur statut de Jérusalem, il est retiré et ils vivent sans papier à Ramallah où ils étaient déportés. On ne peut pas parler de tout ça et sans voir la région, et c'est très important. Avant le 7 octobre, on a vu Netanyahou aux Nations Unies quand il a pris la carte de la Palestine. Quelques semaines avant le 7 octobre, la carte de la Palestine, elle a dit voilà la terre d'Israël. Et personne n'a rien dit à l'époque. Aujourd'hui, Netanyahou, il y a 2 semaines, il parle ouvertement et en public sur la Grande Israël. La Grande Israël dépasse les 27 000 km, 9 les territoires palestiniens. Aujourd'hui, on voit clairement comment les Israéliens ils sont en train d'élargir la Grande Israël. Il y a une partie de la Syrie, plus ou moins, elle va être occupée. Il y a avant-hier, les Druzes du Sud, ils ont demandé l'autonomie, mais bon, sous la protection israélienne, ça veut dire élargir dans le sud de la Syrie. Et c'est déjà le cas. L'armée israélienne, elle est déjà présente. Ils ont déjà occupé les restes des montagnes syriennes qu'ils n'ont pas occupées en 67. Là, il y a une zone qui est occupée, le sud du Liban. Bon, dans la presse occidentale, ils nous parlent de 5 points militaires, mais en fait, c'est toute une zone de séparation qui est déjà occupée à 5 km. Tous les villages des frontières sont totalement détruits. Et là, les Israéliens, vu que les Américains et les Israéliens ils poussent vers une guerre civile dans le Liban, si le Hezbollah ne retire pas ses armes, et sous cette menace, ils sont capables d'intervenir. Là, dans les 2 semaines qui viennent, ils ont dit on va aller jusqu'à Beyrouth. Et ça ne m'étonne pas parce que pour les Israéliens, ils ont un intérêt très important pour eux, entre guillemets, pour la sécurité. C'est le sud de la Syrie, avec une grosse partie du sud de Liban, jusqu'à arriver sur les frontières irakiennes. Ça, c'est le couloir qui arrive jusqu'à les frontières irakiennes que les Israéliens ils ont déclaré pour le moment qu'ils veulent l'occuper. Alors devant cette scène, à mon avis, on n'est plus dans une phase de cessez-le-feu. Je pense que même s'il y a un cessez-le-feu, l'histoire n'est pas encore terminée. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle période historique totalement pour la région. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous, le bloc de soutien au peuple, voir comment on va réagir à cette nouvelle phase dans la région. Merci.